on va donc commencer cette deuxième table ronde où on va s'intéresser donc d'un petit peu plus près aux trois structures dont on parle depuis ce matin, donc AgriSud, Le Gret et IDE, et aux trois projets qu'on a aussi évoqué depuis ce matin pour voir d'un petit peu plus près comment cette recherche-action s'est vraiment concrétisée. Comme on n'est pas très en avance, on va faire un petit peu autrement. On avait prévu une table ronde en deux parties. Une première partie où les organisations allaient plutôt présenter comment elles avaient fait évoluer la prise en compte du genre en interne. Et ensuite un deuxième tour sur comment ça s'était concrétisé dans les projets. Alors on va peut-être essayer de réunir un petit peu les deux. Donc on va faire un seul tour. Bon, en termes de logistique, je ne sais pas comment ça va se traduire, puisque finalement, du côté de IDE, donc on a deux personnes pour intervenir. Donc Susan Fillaudo et Manon en ligne. Voilà, donc on jonglera entre le présentiel et le distanciel. Alors j'avais des super bios là, qui ont été envoyés par tout le monde pour raconter leur extraordinaire parcours. Mais bon, voilà, on va couper un petit peu sur la bio. Je ne sais pas si on pourra aussi la rendre disponible. Mais en tout cas, voilà, donc Susan qui travaille depuis 6 mois simplement à IDE. En revanche, Manon, donc, qui est en ligne, qui est là, elle, depuis beaucoup plus longtemps dans cette ONG qui est basée à Poitiers. Voilà. Donc ça sera pour le projet PAGLI. Et puis ensuite, donc, pour le projet d'AgriSud, on a Claire qui est avec nous, donc qui fera à la fois voilà, les deux parties. Et puis pour le projet de Gret, donc Cécile, qu'on ne présente plus, et qui parlera, alors elle, la première partie, donc un peu plus sur l'interne, et puis son collègue qui toujours pas en ligne, donc tu risques de te retrouver avec et la première et la deuxième partie. On verra bien. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, je ne me suis pas présentée. Donc, je m'appelle Claudie Voué. Elisabeth a dit tout à l'heure que c'était toujours émouvant la fin d'un quelque chose. Et moi, je suis assez émue parce que ça, voilà, j'ai l'impression qu'il y a le fantôme de Genre en Action qui plane un petit peu dans cet endroit. Et c'est plutôt émouvant parce que c'était un peu le début de quelque chose plutôt que la fin. Donc voilà, la fin et le début finissent par se rencontrer à l'occasion de cette table ronde. Donc sans plus tarder, on va commencer. Et donc on va commencer avec Susan. Donc est-ce que vous voulez bien nous dire un peu comment vous, en interne, au sein de IDE, cette démarche d'intégration du genre a progressé? Ou pas, mais on espère qu'elle a progressé. Bonjour à tous. Je vais essayer quand même de réduire ma présentation vu qu'il faut aller assez vite. Donc, qu'est-ce que l'ONG Initiative Développement? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ONG qui a été créée en 1994 à Poitiers et qui reste toujours à Poitiers, qui a son siège à Poitiers depuis 31 ans, qui porte actuellement 30 programmes dans 9 pays d'intervention pour environ 130 salariés, dont une trentaine qui sont au siège, le reste réparti entre nos pays d'intervention qui sont Haïti, le Tchad, le Sénégal, le Bénin, le Gabon, le Congo, Madagascar, les Comores, la France et bientôt le Burundi. Donc IDE promeut une approche centrée sur la mobilisation des acteurs locaux, à la fois par le renforcement du pouvoir d'agir et par des dynamiques de développement durable et autonome. Donc la prise en compte du genre à IDE a été assez progressive, donc est venue, je dirais d'ailleurs, du terrain. Donc c'est au Tchad où on a commencé à travailler sur les questions de genre et à s'associer avec l'Union des femmes pour la paix, donc l'UFEP, qui est aujourd'hui devenu un partenaire clé de la structure. Et on a conduit une première action qui était donc une AOCMS qui est une approche orientée changement appliquée à la mobilisation sociale pour tendre vers un maintien des filles à l'école. Dans le cadre également sur un autre type de projet d'une convention programme qu'on avait à la thématique citoyenneté et territoire,
sur le développement local, qui visait à accompagner les politiques publiques vers un développement local durable avec la mise en place de cadres de concertation, etc. Donc une convention programme qui a duré 10 ans, donc de 2010 à 2021. Il y a eu quand même une prise en compte, une prise de conscience de l'absence de femmes dans les espaces de décision, dans les cadres de concertation qui a été mis en place. Et c'était à ce moment-là la directrice Pays Congo qui est devenue la présidente d'Initiative Développement qui porte particulièrement ce chantier au niveau de l'organisation. Donc à partir, je dirais, des années 2018-2019, en lien aussi avec les mesures incitatives des appels à projets pour lesquels ID se positionnait, qui engageaient davantage les OSC à prendre en compte le genre et les femmes dans leur programme. Il y a eu un grand chantier interne au niveau de l'organisation qui a duré à peu près 2 ans, donc de 2018 à 2019, qui s'est construit de réflexion collective, d'autodiagnostic, à la fois au siège, à la fois sur les terrains d'intervention. Il y a eu également Elisabeth Hoffman qui a pu intervenir en 2019 et ça a conduit à la validation d'un document cadre intitulé « Le genre chez ID » avec un plan d'action 2019-2022 sur des pratiques projets, pratiques internes, etc. En 2022, il y a également eu l'adoption de la PICH, donc la politique de protection contre l'exploitation, les abus sexuels et toute forme de harcèlement qui a été adoptée au siège et sur le terrain. Et beaucoup de référents donc, dans chaque pays d'intervention qui sont formés et qui doivent faire une formation à l'arrivée de chaque nouvelle recrue. Et cette politique est aussi, dans le cadre des conventions de partenariat avec les acteurs locaux notamment, on impose que cette politique soit aussi suivie. Il y a quand même des défis qui demeurent puisque le plan d'action 2019-2022 n'a pas, pour le moment, pas été reconduit, réfléchi. Et puis, sur les équipes qui étaient là précédemment, il n'y a pas une grande connaissance de ce plan d'action, donc pour être tout à fait honnête. Il y a depuis quand même 2025, depuis ce début d'année, la volonté de retravailler davantage sur ces questions-là. On va nommer une experte genre aussi en interne qui va apporter du contenu, des formations, des appuis, un regard assez critique sur les approches d'idées. Mais c'est vrai que c'est un processus qui est profond, qui prend du temps en termes du temps. Il y a également des moyens RH qui sont nécessaires, des fonds parfois, etc. Il me reste un peu de temps. Ouais, encore une petite minute sur l'interne. Alors, sur l'interne, c'est bon, mais plutôt sur le niveau donc, des projets AID hors PAGLI, vu que Manon va faire la présentation. C'est un sujet qui s'impose et qui est de plus en plus transversal chez ID. Donc, on a plusieurs thématiques, je ne les ai pas détaillées, mais il y a la prise en compte du genre dans, par exemple, une convention programme qui s'appelle Résister, qui vise à la résilience climatique dans plusieurs projets, où les femmes et les jeunes sont les cibles et parties prenantes de ce projet-là. Dans les thématiques aussi, eau, assainissement, déchets, il y a plusieurs projets qu'on a menés qui visaient à une meilleure inclusion des femmes dans la gestion, dans la gouvernance de tous les équipements, tout ce qui était créé au niveau assainissement, notamment beaucoup au Bénin. Et on a aussi un projet qui a été un projet vraiment spécifique au Gabon en partenariat avec Agir Ensemble pour les droits humains et le réseau Femmes Lève-toi, qui s'intitule Citoyennes engagées, qui vise au renforcement de capacité des organisations de la société civile féminine et qui a été reconduit en un projet qui s'appelle Acte VBG et qui, en plus de renforcer les organisations de la société civile féminine, vise à réduire les violences basées sur le genre. Et je vais faire une dernière petite présentation donc, sur la thématique citoyenneté et territoire à laquelle j'appartiens et Manon également, qui est une thématique qui vise à accompagner les processus de décentralisation, l'appui aux espaces de concertation, l'émergence d'une citoyenneté active, etc. Depuis 2022, il y a une nouvelle dimension qui entre en jeu au niveau de la thématique, qui est la dimension inclusive pour une meilleure participation des populations marginalisées dans tout ce qui est processus de décision, espace de décision, et donc des femmes également.
Donc depuis 2022, on a une nouvelle convention programme qui s'intitule Actif, donc Action pour une participation citoyenne et des territoires inclusifs, qui qui vise à permettre aux populations marginalisées, et notamment aux femmes, d'avoir une possibilité d'agir plus forte en faveur du développement local en les incluant dans les processus de décision. Donc sur la première phase qui se termine cette année, on a une logique d'intervention qui visait à la fois à faire des diagnostics socio-anthropologiques pour connaître de manière précise les mécanismes d'exclusion. Ensuite, avec un renforcement de capacité des populations, notamment des femmes leaders, sur des questions de leadership, de plaidoyer, d'une meilleure connaissance des droits des femmes dans les pays, des lois locales, etc. En transverse, en miroir, on va dire, des sensibilisations des autorités locales aussi à une meilleure prise en compte des femmes dans les espaces de décision et aussi dans les projets qu'elles mènent. On a par exemple fait quelques sensibilisations ou quelques formations à la masculinité positive également pour agir des deux côtés, et la mise en place aussi de cadres de concertation inclusifs avec tout un processus pour préparer les femmes justement à prendre la parole en public, à pouvoir participer lors des AG constitutives, à pouvoir se présenter dans les bureaux, etc. Donc on a des résultats positifs, mais ça prend un temps long. On voit par exemple qu'au Congo, les femmes se sont surtout présentées à des postes de trésorières. Donc c'est des choses qui sont quand même ancrées, mais on avance petit à petit. Et peut-être un dernier volet autour de cette convention programme aussi, mais qui est quelque chose d'assez interne. On est en train de tester un outil de mesure d'inclusivité de nos approches qu'on a créé, et qui vise à faire un autodiagnostic de nos pratiques envers les populations marginalisées, et notamment envers les femmes, sur l'accessibilité de nos activités, sur la prise en compte, sur les manières dont nous, on leur permet de participer, de s'impliquer dans les activités qu'on crée pour elles, et quelles mesures on peut appliquer suite à ces diagnostics-là pour renforcer leur participation dans les activités, puis dans les espaces de décision. Voilà, je laisserai la parole. Merci beaucoup. Donc grosse progression, mais bon, voilà, vous le dites vous-même, marge de progression toujours, mais en tout cas grosse progression sur plusieurs années. Alors maintenant, on aimerait écouter donc votre collègue Manon pour qu'elle nous raconte un peu. Merci d'être ici en ligne et de nous raconter concrètement dans le projet, ce projet Arpège, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que vous avez trouvé comme à la fois opportunité, comme contrainte, mais aussi peut-être en termes de répercussions au-delà du projet, sur des partenaires, sur des acteurs du territoire, sur peut-être des politiques nationales, pourquoi pas, ou territoriales. Qu'est-ce que ça a produit, cette recherche-action sur le genre? Et vous avez 7 minutes, s'il vous plaît, soyez gentille. Peut-être déjà pour reposer un petit peu le contexte, même si je crois que c'est Cécile tout à l'heure qui a présenté un petit peu les grandes lignes du programme, mais bon, c'est un programme qui est mis en œuvre dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région Nouvelle-Aquitaine et la région ITAS, et qui vise en fait l'accompagnement, le renforcement de 15 puis maintenant 22 communes et de 4 intercommunalités sur des enjeux de décentralisation, de gouvernance territoriale, de fiscalité, mais aussi de maîtrise d'ouvrage communal pour l'offre de services publics locaux dans le domaine notamment de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. C'est un programme qui a eu une première phase entre 2019 et 2022, puis une phase de transition entre 2022 et 2023, et maintenant on est sur un PAGLI 2, donc une deuxième phase qui a commencé en 2023 et qui se poursuivra jusqu'en 2026. Et je précise un peu ça parce que je pense que c'est important de contextualiser ces différentes phases par rapport à la recherche-action participative. Dans le sens où du coup la RAP devait être mise en œuvre déjà sur le PAGLI 1, mais on n'a pas pu le faire, et du coup elle a été démarrée au moment de cette fameuse phase de transition, on l'appelle le PAGLI transition, et ça a été une aubaine en fait pour l'intégration du genre en fait sur la phase suivante, puisque le PAGLI transition c'était une phase de très faible volume d'activité, de très faible volume budgétaire aussi, qui limitait un certain nombre
même de petits ateliers ou de différenciation, par exemple, d'avoir un focus group supplémentaire pour pouvoir assurer de la non-mixité. C'était des choses qui étaient complexes sur cette période-là. Et donc, du coup, ça a été à la fois un frein, mais aussi une opportunité parce que ça a permis d'avoir un premier cycle de rap qui a fixé la base, notamment de sensibilisation, de formation des équipes projets, à la fois des intercommunalités qui sont en fait les équipes qui mettent en œuvre les activités directement sur les communes d'intervention, mais aussi de l'équipe de coordination plus idée. Et donc, du coup, de petit à petit, faire naître la compréhension des enjeux liés au genre. Euh, Ça a été aussi une période où ça a permis de mettre en place ce qu'on a appelé des référents genre, donc des personnes chefs de file, responsables des activités de l'intégration du genre au niveau des communes elles-mêmes, avec des profils un peu spécifiques. Et puis surtout, ça a permis en fait de préparer l'intégration du genre de façon transversale dans le PAGLI 2 et dans la phase suivante. Donc, à la fois, c'était vraiment une difficulté et en même temps, ça a vraiment permis, par exemple, dans le cadre logique du PAGLI 2, d'intégrer la notion de, de manière plus ou moins définie, mais en tout cas de genre dans des formulations telles que la participation du plus grand nombre, évidemment qu'à ce moment-là, on ciblait les femmes, mais aussi les jeunes, etc. Donc, cette notion d'inclusion. Et dans certains IOV, clairement préciser qu'il y avait une attention particulière qui allait être portée aux femmes. Et donc, du coup, cette intégration vraiment de manière transversale sur les activités, que ce soit de sensibilisation à la citoyenneté, que ce soit de restructuration, dynamisation des espaces de concertation, de planification territoriale, d'accompagnement des différentes OSC et des ouvrages en eau, hygiène, assainissement, etc. Euh, je vais un peu vite hein, par rapport à ce que j'avais prévu, mais globalement, en termes de résultats, on voit qu'il y a des actions de renforcement, de sensibilisation des élus, mais aussi des espaces de concertation qui ont été créés, qui auraient peut-être pas été prévus dans les approches s'il n'y avait pas eu cette première phase de RAP et qui ont pu être mis en œuvre dans la seconde phase et qui ont permis d'avoir déjà des structures locales de concertation où on a fixé un taux minimum de représentation des femmes, des jeunes, des taux plus ou moins ambitieux, mais en tout cas qui ont pu être dépassés dans certaines communes parce que ces enjeux ont pu être d'abord appropriés par les équipes projets pour ensuite être appropriés au niveau des communes. Et on voit bien une démarche progressive et aussi dépendante évidemment des enjeux politiques, enfin de l'appropriation par des acteurs politiques au niveau communal. Mais voilà, cette démarche progressive, on le voit aussi au niveau de la planification. On n'est pas allé sur une planification sensible au genre, mais où on a plutôt apporté progressivement cette question de intégrer, notamment à travers la structure de concertation locale, déjà sensibiliser cet enjeu d'intégration du genre progressif dans l'action, dans l'activité quotidienne, en tout cas annuelle de la commune. Et c'est des choses, je pense, qui ont été nourries par la RAP. Merci beaucoup, Manon. Une minute encore. Ouais, une petite minute juste pour préciser aussi en termes d'évolution de de nos pratiques, de nos approches, c'est les enquêtes et les diagnostics genre qui ont pu être réalisés en amont de l'identification et de la priorisation des infrastructures de maîtrise d'ouvrage communal qui ont pu être mis en place, même si c'est des choses qu'on connaissait, qu'on pratiquait peut-être davantage à la marche, c'est quelque chose qui a pris vraiment beaucoup de place dans le PAGLI 2 et au-delà du PAGLI 2, dans d'autres programmes aujourd'hui qu'on accompagne, notamment dans la convention de programme qu'évoquait Suzon. Et on a pu voir donc du coup certains projets identifiés, priorisés, qui étaient vraiment orientés vers des enjeux genre et aussi dans la gestion de ces infrastructures, une place de plus en plus forte des femmes dans la gestion de bandes fontaines, mais aussi de réseaux. Donc voilà, une montée en échelle progressive et même dans nos méthodologies, dans nos approches type arbre à problème, où on voit bien que ces enjeux sont davantage pris en compte. Et je conclus très rapidement sur le fait que
aujourd'hui, la RAP est terminée, mais le programme est en train de travailler sur une stratégie genre communale. C'est complètement innovant à idée, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Donc, on teste un petit peu des méthodologies et c'est des choses qu'on voudrait vraiment pouvoir dupliquer ailleurs, en dehors du programme, en dehors de Madagascar, sur d'autres territoires dans lesquels on intervient. Merci. Merci beaucoup. Il y a tellement de questions à vous poser. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire à la fin. Merci beaucoup. Je vais passer à Agri-Sud avec Claire Kieffer, si vous voulez bien. Donc, un peu même consigne, une petite intro sur l'interne, et puis après, je vais me mettre un peu après voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ce projet d'Agri-Sud autour de la RAP et du genre? Contraintes, opportunités, répercussions. Ça vous écoute. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, je suis très contente d'être ici. Ceux qui ne connaissent pas Agri-Sud, c'est une organisation qui a été créée en 92. On est basé en Nouvelle-Aquitaine, plus particulièrement à Libourne. Et nous, notre mandat, c'est entreprendre contre la pauvreté, avec plus spécifiquement dans le domaine agricole. Nos cibles, de cœur de métier, c'est vraiment les exploitations agricoles familiales. Et on a 3 piliers sur lesquels on monte en fait la plupart de nos programmes et projets. C'est l'agroécologie, tout ce qui est conseil en gestion et mise en économie des exploitations agricoles familiales. Et aussi, plus récemment, grâce aussi aux conventions programmes, on a pu formaliser vraiment plus l'approche territoire, donc le travail en multi-acteurs et multisectoriel au niveau des territoires autour des exploitations agricoles. Donc a priori, le genre, c'est quelque chose qui est arrivé un peu tardivement chez nous, dans ces questions de genre. Et pour nos équipes, à partir du moment où ils travaillaient à l'échelle exploitation, pour eux, c'était logique qu'ils travaillaient avec les hommes et avec les femmes. Donc, ils ne se posaient pas de questions. C'était, on fait des diagnostics agraires. Dans les diagnostics agraires, on identifie clairement qu'il y a des unités de production qui sont tenues principalement par les femmes, d'autres qui sont tenues par les hommes. Tout ça est analysé au niveau des besoins. On arrive à travailler avec des hommes ou avec des femmes. Tu peux avancer, voilà. Ah oui, du coup, bon, je ne présente pas Agri-Sud, voilà. Des petits, voilà. Donc, il y avait vraiment cette idée que, en fait, c'était déjà intrinsèquement, ça faisait déjà partie de ce qu'on faisait, de travailler avec les hommes et avec les femmes. Mais du coup, on ne se posait pas beaucoup de questions, je pense, sur les inégalités, en fait, en termes d'emploi du temps, en termes de contraintes, en termes de pas mal de choses, en fait, où les équipes ne réfléchissaient pas beaucoup dessus. Il faut savoir une chose avec le domaine agricole aussi, c'est qu'on est principalement sur des équipes masculines. On travaille dans des contextes très très enclavés, rural, pas toujours facile d'accès, qui demandent en fait de savoir conduire des motos ou des véhicules tout-terrain. Et on a beaucoup de mal à recruter des femmes en fait. C'est même pas, c'est vraiment, on n'a pas de candidature. C'est assez difficile. Donc on a majoritairement des hommes sur l'agriculture. On retrouve des femmes dans les postes administratifs et financiers, ou encore dans les postes liés à tout ce qui est agro-transformation, donc avec la cuisine. Donc oui, ce sera des femmes, mais voilà, on est beaucoup sur un public homme. Pas beaucoup sensibilisé sur ça, et puis avec une demande de plus en plus accrue au niveau des bailleurs, en fait, de se positionner sur le genre. Et nos équipes qui sont là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, et on explique et on essaye, et puis ils confondaient beaucoup femmes et genre en fait. Ils étaient vraiment dans cette approche femmes et développement, et donc ils étaient là, mais on travaille avec des femmes, pourquoi vous nous embêtez? Et on était là, mais c'est pas ça en fait, il faut essayer de comprendre les dynamiques qui existent entre les hommes et les femmes, et tout ça c'était des concepts vraiment très compliqués, où il n'y avait pas vraiment, ils n'étaient pas très, très au clair là-dessus. Il y avait les Sénégalais qui se disaient champions du genre parce qu'ils avaient 80% de femmes dans leurs bénéficiaires. On leur disait vous faites du maraîchage, donc en même temps, par définition, celles qui vont en faire, donc vous n'avez pas une approche particulièrement spécifique genre. Donc voilà. Donc on a décidé chez Agri-Sud aussi, il faut absolument que nous on se positionne. Il faut qu'on regarde un peu comment on se positionne par rapport au genre, tout en restant dans notre cœur de métier qui reste l'agriculture. Pour les exploitations agricoles familiales, on ne voulait pas changer
non plus notre mandat, et on ne voulait pas faire particulièrement de l'égalité homme-femme notre cœur de métier. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire, en fait, c'est pas notre cœur de métier tout simplement, et donc on voulait rester... donc on a décidé vraiment de regarder un petit peu, c'était quoi les définitions. Donc on a gardé cette définition approche genre et développement qui... égalité des droits, oui, bon, on s'est positionné, on a dit, bon, d'accord, on n'est pas une ONG de genre. Le genre, c'est pas notre cœur de métier. Mais on travaille quand même avec des hommes et des femmes dans les exploitations agricoles. Nos actions ont des conséquences. Quelles sont ces conséquences déjà? Parce que l'idée, c'est qu'on ne veut surtout pas aggraver des inégalités de genre. Donc, on s'est dit sensible au genre. Voilà, on s'est positionné plutôt sur le fait qu'il fallait que toutes nos actions soient observées au prisme du genre et qu'on puisse vraiment faire en sorte de ne pas accentuer des inégalités, voire quand c'est possible, sans que nos équipes se mettent à porte-à-faux, voire de même rééquilibrer certaines choses qui étaient des freins en fait à un genre ou à un autre. Et donc, par rapport à l'OCDE, on est resté très pragmatique, en fait, en se disant on va rester sur une valeur 0 à minima, mais vraiment à minima. C'est-à-dire que... pardon, c'est vrai. On va rester sur une valeur 0 à minima parce que, pour nous, la façon dont on a compris le valeur 0, c'était pas « on fait rien ». Pour nous, le valeur 0 de l'OCDE, c'était pas, ça veut dire que vous faites rien du tout sur le genre. Nous, c'est que c'est examiné au regard du marqueur genre. Donc, il fallait tu as déjà une position où tu te mets en fait dans une démarche de réfléchir sur le genre. Mais l'action principale n'est pas, c'est pas l'action, l'objectif spécifique ou l'objectif principal. Après, on a des projets en valeur 1, ça nous arrive, mais on veut qu'au moins nos équipes soient en valeur 0, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font est examiné au regard du genre et donc qui ne soit pas... qui ne vont pas renforcer ou contribuer à plus d'inégalités. Je veux bien que tu passes, s'il te plaît. Et pour ça, donc pour pouvoir commencer, parce qu'au final, c'est bien joli de dire qu'on est valeur 0, mais en fait, on est valeur rien du tout, puisque tant qu'on n'aura pas fait les analyses genre, on est incapable d'évaluer l'impact de nos actions sur le genre. Donc la première étape qu'on s'est fixée, c'est vraiment de faire les analyses genre sur la plupart de nos projets, en particulier les projets où on intervient depuis très longtemps, et aussi les projets qui vont avoir des phases suivantes, parce que c'est une démarche importante quand tu as une phase suivante, c'est exactement ce que disait Manon, c'est de pouvoir évoluer et de faire évoluer justement le cadre logique et puis les méthodes d'intervention, parce qu'on a l'opportunité d'être un peu plus flexible sur le budget, sur les activités menées, sur le plan d'action, etc. Donc les analyses genre, dans l'idéal, dès la conception de l'action, c'est pas toujours évident, ou en évaluation de fin de phase pour permettre de mieux rédiger une phase suivante. Ensuite, appliquer vraiment le principe ne pas nuire pour avoir une surveillance accrue et active en termes de déséquilibre, en particulier sur les mesures correctives ou compensatrices qu'on aurait pu identifier pendant l'analyse genre sur des points d'attention sur lesquels c'était pas top, il fallait faire attention, il fallait mettre en place des mesures correctives. Donc ça, c'est dans la mise en œuvre, en fait, et on l'évalue à mi-parcours, permettre de reprendre les choses. Et enfin, une évaluation permanente, en fait, avec une perspective genre, où le marqueur, il ne nous donne pas d'indicateur. Donc, c'est aussi à nous de mettre en place des dispositifs de suivi de tout ça pour pouvoir vraiment, enfin, documenter et justifier que nos actions sont sensibles au genre, tout simplement. Donc, voilà. 5 minutes. Ouais. Désolée. Rapidement, c'est une progression. Ça a été une progression de long terme. Hein. Vraiment, on a commencé à réfléchir à tout ça 2020, mais il y avait le Covid, donc c'était compliqué. Puis nous, on n'avait pas trop de concept de genre, donc on a voulu faire appel à des professionnels. Donc on a commencé vraiment à réfléchir sur pouvoir se positionner à partir de mai 2021 avec une première formation par quartier du monde. Mais cette formation, on l'a trouvée trop large pour nous parce qu'en fait, on nous a appris les concepts de genre, mais en fait, on ne nous a pas proposé de manière d'intégrer le genre pour nos actions. Et du coup, il a fallu qu'on retravaille tout ça ensemble. On a fait plusieurs séminaires avec les équipes. On s'est rendu compte que nos équipes, il y avait énormément d'incompréhension.
en particulier des perceptions très négatives du genre sur « ah oui, c'est le droit des homosexuels », des choses comme ça. Enfin, je veux dire, il y avait des choses qui étaient totalement incomprises de la part de nos équipes. Donc, on a fait tout un travail avec eux là-dessus. Et je voudrais mentionner quand même un point d'attention, c'est que dans ces séminaires internationaux, c'est nos représentants pays qui viennent voir les chefs de projet. Au final, la retranscription sur le terrain derrière, elle ne se fait pas. Et ça c'est pas... Et même pour eux, ça reste des concepts complètement théoriques. À partir du moment où on ne l'aura pas appliqué avec eux sur le terrain, dans leur contexte, tout ça, c'est bien joli, ça rentre par là, ça reste, c'est pas diffusé déjà, et ensuite, c'est pas appliqué. Donc il y a vraiment besoin, c'est pas suffisant en fait de sensibiliser sur le genre ou de faire de l'application, de la discussion théorique, il faut derrière qu'il y ait de l'application. Alors justement, l'application. Et l'application, donc pour nous, il y a eu Arpège, et Arpège, ça a été assez compliqué parce que, comme dans les intervenants qui ont posé des questions tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'avait pas du tout, nos équipes n'étaient pas prêtes du tout. En fait, il y avait pas, ils n'avaient jamais été sensibilisés au genre. Donc, ils ne savaient pas trop ce qu'on attendait d'eux. Et puis, il y a une conception que le stagiaire, il est là pour faire un job. Et le stagiaire, il est là pour mettre en place l'approche genre pour eux. Parce que c'est ça, on a des stagiaires qui viennent faire des diagnostics agraires, donc ils ont l'habitude que le stagiaire, il vient, il a un job à faire, il fait le truc. Mais un stagiaire qui vient de donner du boulot, ça, c'était jamais arrivé. Et honnêtement, c'était très compliqué parce qu'en fait, ils avaient leur propre programme d'action et ils étaient en mode, honnêtement, beaucoup d'entre eux étaient très réticents de se rajouter du travail. Malgré tout, ils ont quand même, surtout en phase 2 du deuxième cycle, commencé à un peu mieux intégrer les choses. Je pense qu'aussi on a fait un travail avec l'équipe d'Arpège pour mieux clarifier les choses pour eux suite au premier cycle. Et tu peux avancer peut-être. Et donc sur les 3 volets, en fait, les 3 grands volets qu'on a intégrés, c'est tout ce qui est maître exploitant. Donc le volet de maître exploitant, on voit bien que ce sont des relais de proximité, de diffusion des pratiques et de services. Et en fait, on voit que la place des femmes est très très faible par rapport aux hommes, aussi liée à ces difficultés de déplacement, mais aussi à des décisions des maris, des fois, qui sont contre. Donc ça, on a essayé, il y a eu des discussions, il y a eu des rencontres entre maîtres exploitants plus ou moins actives. Donc on a observé quand même qu'il y avait une meilleure compréhension du genre chez les participants, qu'un changement de comportement de certaines mecs qui étaient assez peu dynamiques, qui se sont au contact des autres beaucoup plus rendus dynamiques. Mais comme l'a évoqué Elisabeth, on a toujours eu cette contrainte de temps et de budget qui fait que pour organiser une réunion, ça veut dire mobiliser des femmes sur un certain temps. Il faut les véhiculer jusqu'à l'endroit, il faut les loger parfois. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de budget alloué, ça a posé un vrai problème. On peut avancer. Le deuxième volet, c'était les entreprises d'agrotransformation. Là, c'était notre partenaire CEAS qui met en œuvre ce volet-là. C'est un volet où les femmes sont majoritaires, mais au final, c'est un volet où les actions qui ont été choisies, à mon avis, ont été peut-être trop ambitieuses, où ils ont voulu les mettre en coopérative, alors qu'en fait, on était avec des femmes qui n'avaient pas du tout les mêmes objectifs. Et du coup, et puis en plus, qui se retrouvaient dans des zones pas proches les unes des autres. Donc en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Puis ça s'est arrêté à la fin du premier RAP, parce qu'au final, même nous, on a arrêté la collaboration sur ce volet-là. Et enfin, alors les SLC, c'est ce dont parlait Manon en fait. C'est vraiment toute la partie plutôt des structures locales de concertation. Et là, en fait, il y a eu, de moi ce que l'équipe m'a fait remonter, une meilleure compréhension des problématiques quand même de la part des gens, mais ils se sont vraiment retrouvés face à un mur avec des gens, des communes qui leur ont dit: ah, mais en fait, vous n'avez aucune marge d'influence sur la proportion de femmes dans les structures parce que les membres, la désignation des membres, c'est régi par les textes légaux. Et en fait, on ne peut pas changer ça. Et l'équipe, eux, ils se sont dit « OK ». Et c'est un peu en mode genre « Bon, nous, c'est bon pour nous, on ne peut rien faire ». Et c'était un peu voilà. Et je pense, quand j'écoute Manon ou quand j'écoute Suzy, qui, eux, sont plus idées... ils sont vraiment dans ça, dans l'appui à la gouvernance et à tout ça. J'ai vu qu'eux, ils avaient des marges de manœuvre quand je les écoute discuter. Mais nous, nos équipes, elles travaillent avec ces organes de concertation, mais plus dans l'action et l'accompagnement de la mise en place du plan agricole. Et du coup, quand on leur dit,
non, et qu'en plus se sont mal sensibilisés sur le genre et ne comprennent pas toujours l'intérêt de faire ça, etc., bah, très vite, ils se sont dédouanés, ça c'est sûr. Voilà. Donc, il y a eu du bon et du mauvais. Je pense que dans notre participation à Arpège, je pense que ça a aussi permis à l'équipe d'Arpège d'avoir des difficultés, hein, de nous avoir, nous, dans le groupe. Donc, voir aussi peut-être un peu les dissidents, les résistants, voilà. Non, mais, bah, de voir, en fait, que oui, sur des ONG super spécialisées comme nous, très agricoles, où il y a énormément d'hommes, comment on fait ? Et nous, on se pose ces questions. Et aujourd'hui, on a réussi à lancer des études genre au Maroc, au Sénégal, au Cambodge, au Laos. Et les équipes, en fait, le fait de devoir appliquer ça et de le travailler, on commence par leur première connaissance à eux. Ensuite, on fait des focus group et ils apprennent des choses. Et on fait des bilans et on leur demande d'analyser comment le projet s'est adapté à tout ça, comment le projet a impacté ces inégalités de genre et quelles seraient en fait les choses à améliorer. Et c'est un travail qui est en cours, qui a mis du temps à s'installer, mais qui aujourd'hui est vraiment pertinent pour nous. Et donc on va continuer dans cette démarche pour pouvoir enfin parler du genre avec un peu de légitimité, je pense. Voilà, merci. Ça veut dire qu'Arpège c'est quand même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais dans le bon sens alors peut-être aussi. Disons qu'elle a contribué, mais de toute façon on se serait lancé là-dedans. Et ça a contribué. Merci beaucoup pour l'honnêteté. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'honnêteté des propos, donc je le redis ici. Merci pour cette honnêteté-là. Et on arrive donc au projet du GRET, donc avec, pareil, une présentation en double voix, avec Cécile ici, et puis ton collègue qui est arrivé maintenant. Oui. Voilà. Eh bien, écoute, on commence avec toi donc, sur la partie plutôt interne au GRET. Tu as déjà dit quelques... Oui, voilà, tu as déjà commencé à partager quelques... Voilà, pour laisser peut-être un peu plus de temps à Afid pour le projet lui-même. On t'écoute. Je ne sais pas si vous m'entendez assez bien, ou si tu peux tourner le micro un peu. Oh, pardon. Oui, il faut que tu le prennes pour le film. Ok. Tu peux y aller. Donc, je voulais vous parler un petit peu de notre démarche au GRET pour la prise en compte du genre. Elisabeth, tu peux... Donc peut-être juste de rappeler qu'on est à peu près, ça c'est les chiffres je crois 2023, donc on était 700, on est entre 700 et 800 salariés. Ce qui est important c'est de comprendre que dans ces 800 salariés, 700 salariés, il y a 100 salariés sous contrat français et il y en a 600 qui sont des salariés dans les pays. Donc ça explique après un petit peu les difficultés qu'on a rencontrées peut-être. À peu près 300 interventions par an en cours. Et puis 30 pays d'intervention, donc 14 où il y a des représentations, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une représentation du GRET présente, qui n'est pas indépendante, hein, c'est comme un coordinateur si vous voulez. Et avec une action beaucoup en Afrique, et puis aussi Asie du Sud-Est et Madagascar, qui est un grand pays d'intervention pour le GRET. Tu peux passer. Alors si on veut reprendre un peu l'historique, en fait, avant 2017, il y avait déjà... la prise en compte du genre dans certains projets, mais c'était des initiatives individuelles. Et en 2017, on s'est dit, non, mais là, il faut quand même qu'on se prenne en main et qu'on essaie de faire quelque chose. Donc, on a mis en place un comité genre au sein du GRET, donc qui regroupait surtout des gens du siège, mais quelques personnes de terrain. Et puis, on a demandé une subvention au dispositif RIO de coordination Sud, qui nous a donné des moyens pour mobiliser des experts extérieurs, pour réaliser un diagnostic qu'on a fait dans 3 pays. Donc au départ, Coordination Sud dit non, il faut commencer par le siège. On a dit ah non, il faut faire aussi les pays en même temps, sinon ça va être comme si on avait importé du siège. Donc on a fait 3 pays, enfin France, Sénégal et Madagascar. Et puis après ce diagnostic, il y a eu la conception d'un module de formation pour la prise en compte du genre dans les projets, basé sur le cycle de projet, et un recueil d'outils qui s'appelle le ADMECOM, hein, pour que les personnes qui veulent mettre en œuvre, suivant là où ils en sont dans le cycle de projet, puissent trouver les outils à utiliser. On a un séminaire interne tous les ans en fin août, au moment de notre trajet. On l'a consacré en 2018 au genre. Et en 2019, on a adopté une définition et des engagements et un plan d'action qui a été validé en AG. Ça n'a pas été très très simple, mais ça a été validé par la majorité. Et donc ensuite, on a travaillé sur la communication inclusive aussi, qui faisait aussi un peu débat au sein du GRET. Hein. Normalement, maintenant, sur tous les textes courts de communication,
on adopte la communication inclusive, mais là aussi, il y a de la résistance. Elle n'est pas forcément qu'au sud, d'ailleurs. Tu peux passer? Donc, la définition retenue, je voulais quand même vous la donner, parce qu'elle a été retenue dans le cadre de la recherche d'un consensus. Donc, le genre désigne le caractère socialement construit des identités féminines et masculines et des rapports sociaux qui en découlent. Ces normes sociales sont à l'origine d'inégalités femmes-hommes et de discriminations qui touchent les personnes qui s'en écartent. Bon, bien sûr, là, quand on voit ça, on dit bah, c'est assez classique, tout va bien, voilà. Bon, donc là, on avait mis une petite note de bas de page sur c'est quoi les normes sociales. Hein. Donc, c'est les comportements attendus des hommes et des femmes dans la vie publique comme privée. Et donc, le genre ne décrit pas tous les rapports sociaux, mais s'inscrit toujours en interaction et en intersection avec eux et peut, comme eux, induire des rapports de domination. J'ai mis juste une petite phrase, une suspicion qui persiste dans certains pays. Il y a beaucoup de nos collègues, notamment sur le terrain, qui disent derrière, en fait, il y a les questions des orientations sexuelles, vous voulez faire reconnaître l'homosexualité, voilà. Donc ça a été le gros point d'achoppement. Et encore maintenant, comme moi j'étais dans ce comité genre et que, bon, Grete, je me suis pas mal investie dans cette démarche, on me le dit encore. Donc voilà, ce n'est pas du tout, on avait pensé arriver à effacer un peu ça, mais non. C'est pas du tout effacé. Je me rappelle avoir participé à un atelier du F3E où je crois que c'est ACF ou CARE, c'est CARE peut-être, qui restituait sa démarche. Et donc, il parlait que d'inégalité homme-femme. Mais à la fin, j'étais demandé en tête-à-tête, hein, mais vous parlez vraiment que de ça. Il dit, on a essayé d'aborder l'approche genre et les orientations sexuelles, on a vu que ce n'était pas possible. Ils étaient montrés comme une ONG qui était la plus en avance en France sur ces questions-là. Ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient là-dessus, mais eux, ils s'étaient limités à homme-femme en disant... on ne veut pas soulever pour l'instant autre chose. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, nous, on avait peut-être été un peu trop large et ça avait créé des réticences. En 2020, on a créé un e-learning en interne qui est en théorie obligatoire pour sensibilisation genre, donc surtout sur les concepts de base, qui est parfois un peu compliqué. Et donc, il y a une nouvelle version plus simple qui est sortie en 2023. En 2021, on a fait un bilan et un nouveau plan validé en AG. Et surtout, on a conçu un marqueur genre. Alors, il est en partie basé sur les marqueurs qui existent, mais on a essayé de l'adapter au GRET, quoi. Donc, nous, on a 4 niveaux. Niveau 0, qui est aveugle au genre, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, niveau 1, le projet considère les rôles et relations de genre existants de manière informelle. Le niveau 2, le projet questionne les rôles et les relations. Et le projet 3, il est plus dans le transformateur. Donc, on s'est mis ça, et normalement, toute action, on doit remplir ce marqueur. Bon, je dis normalement parce que ce n'est pas toujours fait. Bon, ça, c'est le plan d'action. Je vais passer plus vite, peut-être, Elisabeth, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, les premiers éléments. On peut quand même vraiment noter une évolution de la perception, une meilleure compréhension, même si le genre est toujours perçu comme un cheval de Troie dans certains pays, hein, et une crainte que le GRET s'affiche comme un promoteur des droits des personnes LGBTQ+, et que cela contrevienne aux valeurs culturelles du pays. Bon, ce n'est pas le cas partout, hein. Notamment dans nos pays d'Asie du Sud-Est, il n'y a aucun problème. Ils trouvent même que notre définition, elle est vraiment light, quoi. Mais en Afrique de l'Ouest, par exemple, ce n'est pas le cas, quoi. Donc ça, ce qui est assez ennuyeux, parce que ça conduit à une interprétation biaisée autour des questions de genre, et parfois à un effacement des débats sur les inégalités femmes-hommes, les violences sexistes et sexuelles. Dans le milieu professionnel, on a fait aussi tout un travail en interne là-dessus. Et tout est cristallisé là-dessus, hein, sur la question des personnes LGBTQ+. Donc là, maintenant, ce qui se discute un peu au GRET, maintenant, c'est de revenir dans chaque pays parce qu'on a mis en place des personnes contacts sur le genre. Généralement, on a essayé d'avoir un homme et une femme à chaque fois. Dans les pays, de repartir sur des discussions, de les recontextualiser, etc., et d'essayer de plus centrer dans le territoire, dans chaque pays, sur les spécificités de chaque pays. Donc, juste pour vous donner quelques éléments d'évolution lente, on a donc sur notre marqueur genre, on a toujours 14% encore de niveau 0, c'est-à-dire de projets aveugles. Nous, notre objectif, c'était 0. Bon, on était un peu optimiste, hein, parce que on a commencé à le faire en 2022. Penser qu'on peut arriver en 2024 à 0, c'était un peu... Voilà. Bon, 14%, pour nous, c'est quand même une réussite. Ça a un peu évolué. Il y a quand même, voilà, pas trop de projets aveugles, mais il y en a encore. Et notre objectif, c'est qu'il n'y en ait pas du tout. Nous, on veut sortir du niveau 0. Donc, voilà. Et puis, les niveaux des projets notés 2 et 3, il y a une progression, mais c'est lent. Bon, ça, on savait que c'était lent, hein.
avec une grande disparité entre les pays, souvent en fonction du ou de la représentante ou du chef de projet, suivant l'intérêt qu'il porte en fait sur le sujet, et puis aussi du contexte sociopolitique. Hein. On a évoqué que voilà, au Sahel actuellement, ça ne va pas plutôt dans le sens d'une amélioration de ces questions-là et de la prise en compte du genre. Tu peux passer. Alors les pistes d'amélioration pour faire vite. Plus de femmes dans les équipes projets, on a un peu le même problème, surtout moi je dépends d'une équipe qui s'intéresse à l'agriculture, au développement rural. Au siège, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de femmes. Alors sur le terrain, là c'est dur. Hein. Les équipes sont fortement masculines, c'était le cas d'Afafi. Voilà, la mixité manque. Alors je ne vais pas rentrer maintenant, mais on a vraiment des réflexions sur comment inciter cette mixité. D'accord, les femmes vont peut-être pas sur des motos, mais parfois quand on les forme, elles veulent bien y aller. À Madagascar, on a introduit des quads, parce que les quads, ils préfèrent, les femmes sont plus à l'aise. Et puis pourquoi pas faire des tours de voiture, hein. Après tout, pourquoi absolument la moto? Pour moi, ce serait absolument ça. Dans les pistes d'amélioration, c'est aussi la diffusion des outils, la formation sur le concept. Donc on a des référents genre dans les pays où on essaye donc d'avoir toujours un homme, une femme, essayer de les renforcer, de les légitimer dans les pays. La réalisation de diagnostics et de plans d'action genre, on essaie maintenant de l'introduire dans tous les pays, dans tous les projets, au début, hein, d'essayer d'avoir ça et d'avoir une ligne action spécifique suite au plan d'action genre. Ça, les bailleurs, ça va s'est passé auprès de l'Union européenne. Hein, oui, là, c'est pas dit. Ouais, c'est la dernière slide. Et le suivi-évaluation, c'est de systématiser une analyse genrée des risques découlant des activités et diffuser, proposer des indicateurs pour observer les impacts. Ça, c'est vraiment au tout début de réflexion. On n'a pas encore avancé là-dessus. Voilà. Merci infiniment, Cécile, pour l'honnêteté aussi. Et puis, cette biographie parcourue un peu au pas de charge, mais voilà, beaucoup d'éléments là-dedans. Et donc, on va maintenant écouter votre collègue, donc Fids, qui est à Madagascar, et qui va nous parler un peu de comment ça s'est passé dans le projet lui-même, les contraintes, les opportunités du projet AFAFI à Madagascar par rapport à la question de genre. C'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. D'accord, ok. Okay. Donc, moi, je suis Fid et je travaille dans l'antenne Amdou du Crète. Et j'ai été particulièrement, je dirais, choisi d'être l'intermédiaire direct de l'équipe Arpège avec les équipes du projet dans l'Andouille sur le projet Afrique Sud. Et je pense que la plupart des contraintes et des opportunités ont été déjà dites et citées par pendant la présentation d'Elisabeth. Mais pour moi, selon mon observation, euh, cette expérience a été vraiment enrichissante parce que c'était une première expérience en termes d'action directe. Donc, on a inclus les équipes. Il y avait eu des enquêtes sur le genre ici dans le sud, mais l'équipe considérait que ce sont des enquêtes, que ça ne concernait que les stagiaires et tout le monde s'en fout. Mais avec l'expérience avec Arpège a permis d'inclure l'ensemble des équipes à faire des actions directes sur le genre et aussi à faire des réflexions sur le genre. Clairement, enrichissant, ça a créé des effets de sens et ça a réveillé des consciences sur l'aperçu de l'ampleur du genre parce qu'avant, on pensait que il suffisait d'intégrer plus de femmes dans les bénéficiaires, plus de 50%, plus de 60% et ça suffit. Alors qu'il y a beaucoup d'enjeux internes à, à contrer les inégalités du genre. Ça a aussi permis de soulever quelques aspects d'inégalité auprès des bénéficiaires sur les pratiques ici, en ce qui concerne par exemple les prises de décision au niveau des ménages et aussi certains aspects des décisions dans les cérémonies funéraires, parce que il faut savoir qu'ici particulièrement les cérémonies funéraires sont très compliquées et très coûteux aussi. Et souvent, la prise de décision sur les cérémonies funéraires reviennent aux hommes, alors que ça peut impacter beaucoup de choses au niveau du ménage. Euh,
Cela nous a aussi enrichi en termes de, de comment, quelles idées peut-on faire en fonction de différentes thématiques pour intégrer des actions genre dans les projets. Et donc, tout le monde avait euh, un niveau d'avancement dans le concept de genre. On ne peut pas dire que c'est homogène, mais en tout cas, il y a eu un avancement pour chaque personne euh, qui ont travaillé dans le projet Arpège. Une seule contrainte que j'aurais aimé ajouter, c'est par rapport à ce qui a été dit sur les rapports de force. Donc, je parle ici de rapports de force entre opérateurs, donc nous, les ONG, et l'unité de coordination qui a été mise en place par le bailleur. Donc, normalement, l'unité de coordination est censée appuyer sur toutes les thématiques, mais sur Arpège, on s'est rendu compte aussi que c'est même l'unité de coordination n'a pas pu avancer et alors que eux, ils ont plus d'opportunités à débloquer des fonds, à mobiliser des fonds pour réaliser des actions sur le champ. Donc voilà ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser juste une toute petite question puisque vous êtes là? Pour vous, est-ce qu'il y a Oui. eu un moment déclic dans le projet? Est-ce qu'il y a eu un moment où tout à coup, il y a un truc qui vous, personnellement, vous a vraiment accroché et vous vous êtes dit, ah oui, là, il faut vraiment y aller, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Une question un peu plus personnelle. Euh, Moi, il y a plusieurs thématiques où on est intervenu, mais moi, je suis intervenu particulièrement avec le thématique CEF, Conseil d'exploitation familiale. Et ce qui m'a beaucoup catalysé à faire cette action-là, c'est surtout le fait que la forme de présentation des inégalités du genre peuvent être différentes. Même à Madagascar, dans le nord à Antananarivo, c'est un peu différent d'ici. Et c'est le fait d'avoir pu soulever des formes d'inégalité de genre dans les actions CEF qui m'a surtout catalysé à, à proposer des actions de discussion directe avec plusieurs ménages et de parler de ces aspects-là. Par exemple, sur le fait, ce qu'ils appellent ici, euh, Tundanda, ça veut dire la parcelle de terre uniquement spécifique à l'homme, dont personne ne peut décider là-dessus à part lui, et il peut en faire ce qu'il veut. Et ça, je n'ai pas connu ça avant ici, même si j'ai travaillé depuis longtemps ici. Mais grâce à l'action avec Arpège, toutes les petites questions et les petits cas comme ça ont été soulevés et ça m'a particulièrement catalysé. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, on n'a pas trop de temps, évidemment, mais un petit peu de temps. On a dit qu'on allait essayer de déjeuner à 14 heures. On voit bien qu'il y a la difficulté justement de créer le déclic. Qu'est-ce qui va à un moment donné voilà, créer le déclic pour que les gens se mettent collectivement et individuellement en route. Et puis toutes les difficultés que vous avez évoquées de à la fois comment est-ce qu'on ancre avec un A, comment est-ce qu'on ancre dans nos pratiques et comment est-ce qu'on crante la question du genre pour que ça ne descende pas. C'est comme la ceinture, à quel moment voilà, où est-ce qu'on rentre la boucle pour que ça ne descende pas à la prochaine génération ou au prochain changement d'équipe. Donc ancrer et cranter. On a entendu un petit peu comment vos différentes organisations s'y sont prises. Alors on invite maintenant quelques questions de la salle sur à la fois les déclics, mais aussi l'ancrage et le crantage qu'on a pu entendre ici exposé pour ces trois projets. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ou vous avez juste faim? Ou soif? Il y a toujours de l'eau dehors. Hein. J'ai des questions. Le micro. J'ai des questions et j'ai faim aussi. Mais donc une première question à Suzon et Manon. Sachant que vous avez trois entrées, avec une entrée transversale, de transversalisation du genre,
et puis sur les nouveaux projets, ou les orientations, et puis une entrée plus dédiée aux OSC féministes, et puis une autre pour les femmes leaders. Donc ça fait réponse à la question que je posais tout à l'heure, sur la compréhension des blocages, les problèmes de mobilisation, avec des équipes masculines par exemple, ou des problèmes très techniques, ou le fait de greffer des approches genre sur des projets généralistes. Est-ce qu'avec ces 3 entrées, vous pouvez percevoir des différences justement sur l'appréhension des freins, la façon de traiter ces freins culturels, la façon de porter progressivement les négociations, comment rentrer dans des centres décisionnels. Voilà. Merci. Et puis une autre question pour Claire. Attends, oui. Sur la démarche de recherche-action participative que vous mettez en œuvre, justement sur la compréhension des freins culturels, des contextes, est-ce que cette démarche permet aux animateurs, aux animatrices de percevoir, d'avoir une compréhension réflexive sur le décalage entre nos objectifs universalistes et la façon de bricoler pour pouvoir s'intégrer dans le milieu social, dans le tissu social où elles interfèrent, Merci beaucoup. Donc une question plutôt pour Idée, mais peut-être aussi pour les autres. Alors Yvette. Merci. Ce que j'allais dire pourrait être une réponse à la dernière question qui a été posée, parce que ce soit dans le premier panel que dans celui-ci, il y a 2 points qui sont apparus importants pour moi. C'est la définition de l'approche genre, du genre, et qu'est-ce qu'on y met. Et aussi cette intergestion, cette interpellation, je dirais, qu'on nous fait tout le temps, ça vient de l'extérieur. Vous apportez ça de l'Occident et c'est à cause des ressources. Je pense que la recherche-action participative et la méthode qui est appliquée permet de répondre à ces 2 aspects. Qu'est-ce qu'on met dans le genre? Est-ce que c'est homme-femme? Est-ce que c'est l'intersectionnalité? Est-ce que ce sont les orientations sexuelles? Un diagnostic participatif permet de savoir qu'est-ce qu'un projet de développement peut mettre dans cette approche genre. Si on travaille dans le domaine du développement rural, les questions d'intersectionnalité vont s'imposer et donc on ne sera plus seulement dans la rubrique homme-femme. Et donc je pense que lorsqu'on applique bien cette recherche-action participative à travers la contribution des différentes catégories d'acteurs, ça permet déjà de trouver la réponse. Pour moi, il n'y a pas une réponse unique. Il y a une réponse qui doit s'adapter aux différents contextes et en fonction des contextes, aux défis et enjeux. Et c'est la même réponse qu'on pourrait avoir lorsqu'on nous dit « ça nous vient de l'extérieur ». Mais qu'est-ce qui vous concerne? Comment ça concerne vos propres défis et vos propres enjeux? Il est important d'arriver à ça pour faciliter la compréhension et l'engagement des acteurs locaux par rapport aux démarches mises en œuvre. Merci. Pas une question, mais une réponse presque. Mais bon, alors, on écoutera de... Alors peut-être on peut passer le micro ici. S'il y a encore une question après, on va peut-être aborder des réponses déjà. Alors, peut-être Susan, tu veux commencer par rapport à la question de... Je vais commencer, puis Manon me complétera si elle le souhaite. Sur comment, si j'ai bien compris la question, c'est comment rentrer, accompagner les femmes à rentrer dans les processus, dans les espaces de décision. Nous, on agit d'abord surtout sur des territoires à l'échelle de communes ou de villages, donc par des cadres de concertation dans un premier temps, ou des comités de gestion ou de développement locaux, par une méthodologie qui consiste donc à la fois à identifier, former des femmes leaders sur le fait qu'elles aient plus confiance en elles, qu'elles sont en capacité de prendre la parole en public, où il y a des coachings, etc. Du côté des hommes, c'est un peu la même chose, des sensibilisations, travailler justement sur tout ce qui est masculinité positive, sur en quoi l'intégration des femmes est bénéfique pour la communauté, pour les projets, etc. Et sur les diagnostics, ça permet aussi d'alimenter ces temps-là et de permettre aux populations marginalisées et dans ce cas-là des femmes d'avoir un référentiel sur lequel après elles peuvent mener des plaidoyers dans ces espaces pour intégrer ou dans ces espaces de concertation pour qu'elles soient mieux impliquées et qu'il y ait plus de projets en leur faveur, mais aussi auprès des autorités
locales pour mener des plaidoyers pour une meilleure prise en compte de leurs besoins dans les politiques publiques. Manon? Ouais, peut-être un complément. Je pense que ce qu'évoque Susan est juste. Peut-être ce que je voulais rajouter, c'est le fait que ces processus, en fait, de prise en compte des voix, des avis des femmes, c'est un sujet qui demande un temps long. Et je pense que c'est aussi l'intérêt des conventions programmes hein, qui permettent ce temps long, parce que en fait c'est un apprentissage vraiment progressif par la pratique et des changements aussi de perception de l'ensemble des acteurs des territoires qui demandent en fait de la pratique ben, ce temps long quoi. Et je voulais juste rajouter ça. Après, ce qu'on observe aussi peut-être actuellement, c'est que en effet, il y a des diagnostics qui nous permettent de mieux comprendre les freins, les leviers aux enjeux d'inclusion. Je pense que quelque chose de non négligeable, c'est aussi notre pratique des territoires, notre expertise qui progressivement, avec bah, cet usage du territoire et ces questions d'inclusion, petit à petit, en fait, s'affine et se précise. Et du coup, je finis juste là-dessus, sur la question de qu'est-ce qu'on intègre dans le genre. Évidemment, il y a la question des contextes locaux, mais il y a aussi, je pense, quelque chose sur lequel il faut rester vigilant, et ça fait écho à ce que disait AgriSud, c'est aussi ben, notre expertise, des fois, elle est limitée et elle doit évoluer progressivement. Et donc, aujourd'hui, à IDE, on reste sur les questions d'égalité femmes-hommes parce qu'en fait notre expertise nous permet pas d'aller aujourd'hui plus loin sans se mettre en difficulté et donc du coup au risque de faire des erreurs dans les approches etc. Et je pense que c'est important de nous renforcer au fur et à mesure et progressivement pour faire évoluer nos pratiques vers des enjeux de plus en plus poussés d'inclusion. Voilà. Sujet, la question de la définition, j'imagine que cet après-midi, on pourra aussi revenir. La question portait aussi sur le fait de travailler à la fois d'une perspective de la transversalité et puis d'une approche plus spécifique et des points d'entrée. Est-ce qu'on a en fait des manières d'approcher et d'entrer différemment selon qu'on essaie de transversaliser ou de développer quelque chose de spécifique? Alors peut-être que du côté d'AgriSud et du GRET, on a peut-être aussi j'ai pas eu le temps d'en parler parce que c'était très court, mais j'avais une slide dessus. Alors voilà, c'est l'occasion. Non, c'est pas grave, mais on peut l'afficher. Mais en fait, c'est nous, en fait, on s'est vite rendu compte avec les gros séminaires internationaux que si on parle que des concepts sans le contextualiser pour chacun, c'était très vague et très difficile à appréhender. Et donc, quand on a dû en fait commencer à travailler pour pouvoir faire nos analyses genre, on s'est appuyé, comme on n'est pas spécialiste, on s'est appuyé sur ce qui existe et beaucoup sur la boîte à outils AFD. Donc, spécifiquement pour nous, celle qui s'appelle la boîte à outils genre, qui s'appelle Agriculture, Développement rural et Biodiversité. Et donc, c'est intéressant parce qu'elle nous donne 3 thématiques à vraiment analyser. Et c'est là-dessus qu'on est parti. On est parti sur division du travail, parce que qu'est-ce que font un homme et une femme sur 3 éléments, c'est-à-dire productifs. Donc là, on est sur tout le travail de l'exploitation, mais aussi parfois le travail saisonnier hors exploitation qui va contribuer aux revenus, etc. Reproductif, donc là, on est tout ce qui est le foyer, le soin à la maison. Et puis communautaire, donc les actions qui sont mises en place aussi au niveau religieux, au niveau coopératif, regroupement, des choses comme ça. Donc on s'est posé cette première thématique, ça a été vraiment là-dessus qu'on analyse. Ça nous intéresse parce que du coup, on va voir si on a si on a raté quelque chose, par exemple, ou alors on va aussi pouvoir justifier des choses. Par exemple, si on nous dit, on s'est retrouvé avec des bailleurs qui nous disent ouais, vous faites la coopérative d'huile d'olive au Maroc, c'est que des hommes, c'est pas normal, il faut mettre des femmes dans la coopérative. On leur dit, en fait, dans cette communauté-là, la transformation d'huile d'olive, c'est une activité genrée, 100% masculin. C'est très compliqué pour nous de changer ça. Par contre, avec les femmes, elles ont tel ou tel atelier d'élevage et donc on fait ces activités avec elles. Donc ça, c'était important pour nous, non seulement pour justifier nos choix dans la façon dont on conduit nos actions, mais aussi derrière pour vérifier qu'on n'avait pas oublié quelque chose ou pas perçu quelque chose.
La thématique 2, elle renvoie vraiment à la thématique 1 en même temps, parce que c'est l'emploi du temps des hommes et des femmes. Hein. Et dans l'emploi du temps des hommes et des femmes, on peut très vite, en fait, en voulant avoir une approche femmes et développement, et pas genre et développement, en accent tout sur les femmes, rajouter des charges de travail qui sont déjà sur des calendriers super chargés. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention qu'on a. Ça nous a permis aussi de voir les temps disponibles, pour voir est-ce que nos formations et les moments qu'on prend pour les formations sont adaptés, finalement, à la disponibilité et des hommes et des femmes. Donc ça, c'était super intéressant. Et enfin, la thématique 3, qui est beaucoup plus difficile à aborder, c'est tout ce qui est l'accès aux ressources, que ce soit des ressources matérielles, l'accès et le contrôle surtout. Parce qu'on peut y avoir accès, mais pas le contrôle. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur Madagascar. FID expliquait que les hommes décident, en fait. Les femmes ont peut-être accès à la terre, mais c'est les hommes qui vont décider comment on l'utilise. Donc tout ça, ça va impacter sur la manière qu'on a de travailler avec les hommes et les femmes, sur les moyens de production dont ils ont accès, et puis il y a tout ce qui est ce qu'on appelle le capital immatériel, accès au savoir, donc aussi par rapport à l'alphabétisation, par rapport au temps disponible pour avoir accès à ce savoir, etc., etc. Et en fait, faire ce travail-là avec les équipes, en commençant par un premier atelier où c'est leur savoir qui ressort, parce qu'on a fait ça avec les équipes qui sont sur place depuis 10 ans, donc vraiment des gens qui connaissent bien les agriculteurs, et ensuite aller confronter leur savoir avec des focus group non mixtes dans différents villages avec des contextes différents, et ça a été hyper positif. Déjà, ça leur a conforté d'une certaine manière qu'ils ne faisaient pas n'importe quoi. Donc ça, c'était bien, parce qu'en fait, ils ont déjà intégré pas mal de choses, donc ça les a confortés, ils étaient contents. Mais on a aussi eu des points d'attention qui sont ressortis et sur lesquels maintenant on va devoir travailler. Et du coup, pour répondre à François, maintenant qu'on a ces analyses, on va pouvoir justement réfléchir comment mettre en place le principe ne pas nuire et même voir correctif complètement pour améliorer en partie la situation. Cécile ou FID sur cette même question des points d'entrée pour le transversal ou le spécifique? Est-ce qu'il y a peut-être un exemple particulier Rapidement. Un exemple qui vient en tête? Non, j'aborderai un peu justement dans une autre table. J'aborderai un petit peu dans une autre table ce qu'on a fait sur un projet d'appui à l'élevage laitier, donc je ne vais pas, en parler ici. Ok. Merci beaucoup. C'est une main levée ou c'est juste j'ai faim? Non, c'est une main levée. Alors, venez ici parce que le micro est là. Sauf si quelqu'un... Voilà. Hop, merci. J'avais une question pour Madame Cécile, pour le GRET. Moi, je vais aller un peu plus sur les solutions. Par exemple, avec le cas du Sénégal qui est hyper compliqué actuellement pour aborder certaines thématiques et tout, comment est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que vous êtes obligé de renommer les thématiques? Parce que, par exemple, moi, je fais mon stage à Quartier du Monde qui travaille avec Graines au Sénégal et j'ai appris que là, ils sont obligés de changer les thématiques pour pouvoir aborder avec les gens sur le terrain et tout. Et même, ils ont fait une recherche action participative, ils doivent faire une restitution en Colombie. Et là, ils ne peuvent même pas participer parce qu'il y a eu des refus de visa, plein de problèmes juste à cause de cette thématique-là. Donc, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir sur le terrain? Voilà, c'est une grande question, on va peut-être en parler après pendant le repas. Non, disons simplement qu'on met l'accent sur nos équipes de représentation. Et comme je disais, il y a toujours un référent genre, enfin il y a 2 référents genre, on essaie d'avoir toujours un homme et une femme, et le représentant du GRET. Et maintenant, on va essayer de plus en plus que ça soit géré dans les représentations et qu'eux-mêmes, la définition du genre au GRET ne va pas changer. Mais comment ensuite ils vont le décliner et quelles sont les actions prioritaires qu'ils ont envie de mener dans leur contexte d'intervention, pour que ça soit moins une impression que ça vient notamment du siège, quoi. Donc je pense qu'il faut remettre un peu plus les gens de terrain, et c'est ce que dit FID aussi, hein, que ce soit eux qui prennent ce thème en main et qui choisissent, par exemple, au Sénégal, c'est beaucoup plus sur la question du mariage précoce que nos équipes ont envie de travailler. Travaillons là-dessus, c'est déjà bien. Voilà. Merci beaucoup. Il est l'heure d'aller déjeuner. Merci beaucoup aux intervenantes qui étaient ici. Merci à ceux et celles qui étaient en ligne.